Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Christophe, tu as plus de 200 appartements. Donc avec le temps, tu as eu peut-être pas 1000 locataires, mais des centaines. Est-ce que ça te dit de nous raconter ta meilleure expérience de locataire et ta pire expérience de locataire, et puis on voit ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en apprendre? Ouais, pas de souci. Effectivement, j'ai vu pas mal de locataires, probablement plus de 1000, comme tu dis. J'ai trois choses qui me viennent à l'esprit immédiatement quand tu me parles de la pire expérience. Deux fois, ça va être plutôt avec des familles, donc je vais commencer par ça. Une famille, alors c'était juste la maman et la fille, je peux pas te dire quel âge la fille avait, mais peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça, dans un immeuble que j'achetais. Ils occupaient un appart, et pendant les visites, on ouvre la porte et l'odeur était pas forcément très agréable, on va dire ça comme ça, pour rester poli. Et donc on fait la visite et ce jour-là ils avaient nettoyé, donc on s'en est pas forcément rendu compte, on en vient à acheter cet immeuble et puis quelques temps après la personne qui s'occupe de la gestion de cet immeuble-là nous dit bon, il y a quand même un problème avec ces locataires, je suis intervenu plusieurs fois et en fait on s'est rendu compte, je sais pas comment le dire pour pas vous dégoûter, mais que la maman n'avait pas appris à sa fille à aller aux toilettes pour faire ce qu'elle avait à faire et qui faisait ça dans la douche. Donc voilà, ça c'était quand même quelque chose d'assez choquant de se dire que ça existe et il y a des gens autour de nous qui élèvent leurs enfants de cette façon-là. Ouais, je t'interromps, en fait, c'est le problème quand tu achètes des immeubles, tu sais que tu vas les rénover, mais ils sont déjà loués. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des problèmes à gérer comme ça, où entre le temps qu'il faut pour que les gens partent, ben, tu peux te retrouver avec des problèmes de locataires assez importants. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que parfois les immeubles sont à vendre moins cher, parce qu'il faut gérer ça. Complètement, et quand on achète un immeuble, on achète quand même du volume. Donc j'aurais tendance à dire, si 100% de l'immeuble est comme ça, faut pas se poser de questions, faut partir immédiatement. Quand il y a 80% des locataires qui sont corrects, eh ben, ça fait partie du risque qu'on prend et on sait que c'est des choses qu'on va améliorer au fur et à mesure du temps, mais c'est pas forcément agréable. Pour continuer, alors j'ai plein d'anecdotes de visites d'immeubles où tu arrives, tu ouvres la première porte et tu dis non, je repars parce que il y a soit pas de salle de bain ou pas de toilette dans cet appartement, soit il y a 3 familles cabines, donc je vais passer rapidement là-dessus, malheureusement il y en a encore beaucoup. Je me demande à chaque fois comment ces gens arrivent à dormir, comment les propriétaires arrivent à dormir en louant des biens de ce type-là. Et encore, on est dans des villes de province, on n'est pas à Paris, hein. Je pense qu'à Paris, on trouverait des choses encore plus compliquées que ça. J'ai une autre expérience avec une famille, encore une fois avec une petite fille, sur un immeuble qu'on voulait racheter, qu'on n'a pas racheté, celui-ci au final. On fait les visites, et puis il y avait une petite fille, mais vraiment, je sais pas, elle avait 3 ans, quelque chose comme ça, elle avait l'âge de mon fils à cette époque-là, et elle vivait toute nue, elle était toute sale, et elle vivait dans le jardin. Donc vraiment L'enfant sauvage. ouais, l'enfant sauvage, mais vraiment, j'arrive pas à trouver un film, mais j'imagine qu'il y a des films qui ont été faits comme ça. Et donc les parents avaient l'air relativement normaux, mais en visitant, on découvre dans le jardin cette petite fille qui parlait pas un mot. Et donc pareil, expérience un peu bizarre, surtout quand vous avez un enfant qui a le même âge, de se dire voilà, comment gérer ça. Donc là pour le coup c'était nouveau pour nous, on n'a pas fait grand chose et puis c'était pas un immeuble à nous, donc on a estimé que c'était pas forcément à nous de prendre des actions là-dessus, mais c'est toujours des choses qui font mal au cœur. Et la troisième histoire que je peux te donner sur les expériences négatives, celle-là elle est compliquée. Quand vous avez beaucoup d'appartements, vous avez forcément des personnes qui vont avoir des accidents de la vie ou qui vont décéder dans un de vos appartements. Et donc c'est arrivé plusieurs fois, mais c'est surtout arrivé une fois où une mamie, une dame très gentille qui habitait l'appartement depuis très longtemps,
Quand on a racheté l'immeuble, elle était déjà là. Je pense qu'elle était dans l'appartement depuis 25 ans. Elle est restée, ça s'est toujours bien passé. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément de famille, pas forcément de relations plus poussées que ça avec d'autres personnes. Et donc, il y a un jour, le voisin, qui a signalé qu'il y avait des odeurs un peu bizarres et qu'il n'avait pas vu depuis longtemps sa voisine. Et donc, les pompiers sont venus pour ouvrir la porte. Et je pense que la mamie, elle était décédée depuis 1 mois ou 1 mois et demi. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer. C'est des situations un peu compliquées parce que y a tout un tas de démarches à faire pour que la famille puisse faire ce qu'il y a à faire s'il y a une famille, et puis ensuite pouvoir récupérer l'appartement pour faire ce qu'il y a à faire dans l'appartement et le remettre en location derrière. Donc c'est effectivement des expériences qui sont pas. Et justement, dans ce cas-là, en tant que propriétaire, moi ça m'est jamais arrivé. En tant que propriétaire, tu as eu des démarches à faire spécifiques pour Alors, il y a des démarches à faire, je les connais pas par cœur comme ça, mais effectivement, il y a des démarches à faire. En fait, tout dépend s'il y a de la famille ou pas. Puisque s'il y a de la famille, on gère ça avec la famille, et puis il faut déménager les meubles, mettre fin au bail, et puis relouer derrière. Moi, c'est arrivé seulement 2 fois. Les 2 fois, il y avait de la famille, donc ça a été géré assez facilement comme ça. Je sais que quand il n'y a pas de famille, il y a des autres règles qui existent, mais je les connais pas par cœur. C'est des cas tellement ponctuels qu'on s'y intéresse quand ça arrive. Donc voilà un peu pour les expériences négatives. Alors c'est marrant, je t'interromps, mais c'est marrant parce que sur les 3 expériences que tu as racontées, en fait il y en a 2, quelque part, c'est pas des expériences à toi, puisque c'était des visites d'immeubles, et une autre, c'est une expérience, alors c'est négatif, parce que c'est vrai que c'est toujours bizarre d'avoir des décès autour de soi, c'est pas facile à gérer, mais c'est marrant parce que tu me décris pas d'expérience. Moi je m'attendais à ce que tu me dises, j'ai eu des locataires qui ont fait ceci, qui ont fait cela, et c'est pas vraiment le cas. Non, c'est pas vraiment le cas. Alors bien sûr, quand on a autant de locataires, on a toujours des locataires qui vont dégrader les choses à un moment donné. Un jour, il y a un locataire qui a disparu du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'il était en prison après. Donc des histoires comme ça, il y en a plusieurs, mais c'est pas forcément celles qui m'ont choqué le plus. En fait, quand vous faites de l'immobilier, vous êtes juste exposé à la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde. Donc il y a des gens très bien, il y a des gens un peu moins bien, des gens qui respectent, des gens qui respectent moins, mais j'ai pas... Oui, c'est arrivé que j'ai des appartements qui soient complètement saccagés. Oui, j'ai eu de la prostitution dans des apparts courte durée. Donc quand on fait de l'immobilier, c'est tout des choses qui sont assez classiques, mais c'est pas ces choses-là qui m'ont choqué le plus. Moi, je trouve que dès que ça touche des enfants, c'est pour ça que j'ai commencé par ces 2-là. Enfin voilà, j'ai des enfants, donc je pense que je m'identifie peut-être un petit peu plus à ça. Et c'est des choses qui m'ont touché un petit peu plus, quoi. Et alors les expériences positives, je sais pas combien t'en as, mais... Alors, c'est plus compliqué de trouver des expériences positives. Quand ça se passe bien, on n'entend pas forcément les gens. Les seules choses, j'ai pas de choses extraordinaires, positives ou des choses comme ça, mais j'ai déjà des locataires qui nous ont fait des cadeaux à Noël, une boîte de chocolat, ou je pense que finalement les expériences les plus positives, c'est des personnes qui cherchent depuis un petit moment un appartement dans des villes où c'est pas forcément facile de trouver des biens de qualité, et puis finalement ils se retrouvent à visiter un de nos appartements et en meublé, très bien meublé, plutôt moderne, puisque c'est ce qu'on fait, et du coup ils sont très contents d'emménager dans ces appartements-là. Mais j'ai pas d'histoire extraordinaire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se sont rencontrés, il y a des couples qui se sont créés, mais je sais pas, c'est peut-être des histoires qui me touchent moins, parce que c'est des histoires positives, on en entend un petit peu moins parler, quoi. Ok, mais c'est marrant ce que tu dis justement de gens qui sont tellement contents d'être dans l'appartement et de te payer un loyer qui vont jusqu'à t'offrir quelque chose parce que justement t'offres des biens qui sont dans le top 1% du marché local, et les gens sont trop contents en fait de trouver ça. Complètement. Et si on fait de l'immobilier locatif aujourd'hui, c'est de toute façon, pour moi, il y a 2 choses à faire. C'est soit on fait ça et on récupère les meilleurs locataires, et du coup, on a peu de problèmes de vacances locatives, peu de problèmes d'impayés, de locataires qui dégradent. Je dis pas qu'il y en a pas, ça existe toujours dans le volume, mais il y en a peu. Donc soit on fait ça, et c'est à mon avis la meilleure solution, soit on fait l'extrême inverse, que je conseille pas du tout, et on fait du logement ultra bas de gamme en quantité, et on devient marchand de sommeil, ce que je vous recommande absolument pas. Mais c'est les deux seules options aujourd'hui pour Alors, une précision, quand on parle de top 1% du marché, c'est pas non plus du luxe, c'est-à-dire qu'on reste dans le marché locatif. En fait, on met pas le même type de rénovation dans un appartement locatif que dans une résidence qu'on va occuper soi-même. Donc, c'est top qualité, mais en restant locatif.
Parce que sinon, ça devient plus rentable, en fait. Ouais, en fait, c'est top locatif, mais si on devait y habiter, ce serait pas du tout considéré comme du luxe, mais c'est considéré comme du luxe locatif. Mais la plupart des meubles vont venir de chez Ikea ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses très bien, qui peuvent être un petit peu tape à l'œil, bien décorées pour recréer un peu cet effet coup de cœur, cet effet waouh. Mais effectivement, on va pas aller mettre du marbre dans les salles de bain ou des choses comme ça. Ça a absolument aucun intérêt sur un appartement locatif. Il faut toujours avoir en tête la rentabilité. Et je le précisais parce que quand on parle de, effectivement, top 1%, etc., je voudrais pas que des gens qui nous écoutent se disent voilà, je vais faire le truc parfait avec des meubles de luxe, du marbre, parce que là, il n'y a aucune chance d'être rentable, évidemment. Complètement. Si on cherche de la rentabilité et quand on fait de l'investissement locatif, en tout cas au début, quand on veut avancer, on cherche forcément de la rentabilité. Après, on peut avoir l'envie de faire des choses un petit peu plus patrimoniales quand on a un patrimoine élevé. Mais au début, on cherche de la rentabilité, donc il faut trouver des biens qui vont nous coûter pas trop cher, mais qui vont être attractifs pour des locataires. Et la meilleure façon de les rendre attractifs, c'est effectivement de se démarquer par de la décoration, par des meubles, par des choses qui peuvent être un petit peu tape à l'œil, mais pas le côté négatif du tape à l'œil, le côté qui crée vraiment un effet coup de cœur. Le locataire, quelques secondes après être rentré dans votre appartement, il doit avoir pris la décision que c'est ce qui lui plaît. Je crois que les statistiques, c'est qu'on met, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'on met 20 secondes pour se décider, en fait. Que ce soit à l'achat ou à la location, on entre et on a immédiatement, en 20 secondes, on a l'avis. Et en fait, la suite de la visite, ça va simplement être fait pour confirmer ce qu'on a décidé. C'est-à-dire que, ok, là, je me sens pas bien, donc je vais remarquer toutes les choses qui vont pas pour confirmer, ou l'inverse, évidemment, mais la décision est prise dès l'entrée. C'est pour ça, notamment, aussi que les parties communes, c'est quand même relativement important, parce que quelque part, c'est la première impression quand on entre dans un immeuble. Ouais, ça donne le ton de l'immeuble. Les pièces qui sont les plus importantes et qui font décider les locataires en général, ça reste la cuisine, la salle de bain. Donc je dis pas qu'il faut mettre des fortunes dedans, mais ce sont des pièces qui vont créer le coup de cœur et où les gens vont se projeter. Je pense que de façon générale, il faut juste se dire, moi c'est ce que j'essaye de faire quand je rénove un appartement, c'est de se dire, est-ce que je serais confortable de mettre mes enfants dedans et est-ce que je serais fier qu'ils habitent dans cet environnement-là? Si je me dis non, ça veut dire que j'ai un problème et que je suis en train de proposer quelque chose qui n'est pas en ligne avec mes valeurs et avec ce que j'ai envie de donner. Si je me dis oui, c'est bien, c'est que j'ai bien travaillé. Et ça, c'est après rénovation, mais il faut vraiment se rendre compte que quand on achète l'immeuble, malheureusement, on ne peut pas forcément mettre les gens dehors et on n'a pas envie de le faire. Et donc on peut rester pendant plusieurs années avec des appartements qui nous plaisent pas vraiment. On attend que le locataire sorte et là on fait la rénovation complète pour le remettre en location comme on veut. Ouais, moi aujourd'hui j'ai j'ai pas fait de calcul, mais peut-être 70-80% de mes biens qui sont rénovés. Pourquoi? Parce que quand j'achète, et c'est quelque chose à faire de cette façon-là, et de toute façon quand on achète des immeubles, on est quasiment contraint de le faire. J'aime bien acheter des immeubles qui sont déjà au moins en partie loués, puisque ça veut dire qu'on a un rapport immédiat. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à rembourser le crédit immédiatement ou alors avoir de la trésorerie qui s'accumule avec du différé ou des choses de ce type-là. Donc il y a des locataires qui sont déjà en place. L'idéal pour moi, c'est d'avoir, 2 tiers des appartements qui sont occupés, 1 tiers qui ne le sont pas. Vous rénovez le tiers qui n'est pas occupé, vous faites des appartements très bien dedans. Souvent, vous avez des locataires qui sont dans les anciens appartements qui vont vouloir prendre les nouveaux appartements. Et donc vous allez les louer un petit peu plus cher. Vous allez libérer les autres appartements et du coup les rénover, et puis petit à petit vous faites vos rénovations comme ça. C'est une bonne astuce ça, d'aller chercher des locataires qui sont là dans les appartements pas rénovés, de dire venez voir, est-ce que ça vous dirait de bouger entre guillemets. Souvent il n'y a même pas besoin d'aller les chercher, c'est qu'en fait ils voient qu'il y a des travaux, ils passent devant, ils demandent à jeter un coup d'œil, et ils sont pas tous intéressés puisque vous allez louer plus cher. Mais ceux qui ont les moyens et qui cherchent quelque chose d'un petit peu mieux, en général... ils sautent sur l'occasion. Ouais, sautent sur l'occasion. Ça arrive très 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 souvent que les premiers apparts qu'on rénove dans un immeuble soient loués aux locataires des autres appartements et qu'on puisse du coup faire cette rotation dont on a besoin pour rénover petit à petit. Bon, j'ai beaucoup parlé de moi. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ta meilleure ou tes meilleures et ta ou tes pires expériences en immobilier? Alors moi, je vais en donner une de chaque. Ma pire expérience avec un locataire, alors c'est un peu particulier, c'est un appartement que j'ai en colocation, et en fait il est, on va dire 1 année sur 2, j'ai les locataires qui restent pendant les vacances d'été, parce qu'ils veulent conserver l'appartement. L'appartement est vraiment impeccable. C'est vraiment un superbe appart. Moi, je pourrais y vivre, il est top. Il y a 4 chambres. Et donc, 1 année sur 2, j'ai les locataires qui restent l'été parce qu'ils continuent l'année suivante.
Mais quand ils ont fini leur cycle, leur master, leur licence et qu'ils partent, ben, souvent c'est vide, on va dire, de mi-juin jusqu'à début septembre. Bon, c'est vrai que ça, c'est le côté moins marrant quand on fait de la location étudiante. Et une année, alors c'était une année un peu particulière, j'étais très pris professionnellement, j'avais la tête dans le guidon, et j'ai quelqu'un qui me demande à louer justement l'appartement alors qu'il allait être vide pour l'été, et il me demande à le louer. Alors moi je suis toujours très prudent quand je loue, je prends toujours soit un garant, soit une assurance loyer impayé, et là j'ai en fait la grand-mère qui est garante. Et je me dis voilà, quelqu'un qui met sa grand-mère en garant, on ne peut pas avoir de mauvaise surprise. Je veux dire, je sais pas, moi, si ma grand-mère était garant, j'irais pas ne pas payer mon loyer, ça paraît évident. Donc, j'ai pas négocié directement avec cette personne, c'était avec sa tante qui s'occupait de ça pour lui, et donc ça se passe très bien. J'ai mon mois de caution, le premier loyer payé, j'ai la grand-mère qui est garante, et la personne entre dans l'appartement. Et là, ça a été, on va dire à partir du deuxième jour, ça a été l'enfer. Où en fait, je crois que le deuxième jour, il m'appelle et il me demande si c'est possible de changer quelque chose dans la cuisine parce que ça lui plaisait pas. Enfin, incroyable. Et donc, évidemment, je dis non. Et puis en fait, il a jamais payé un centime de plus. Et il avait un chien et il a ramené des amis dans l'appartement. En fait, ils m'ont ruiné l'appartement. Mais quand je te dis ruiné, le chien avait mangé les portes. Mais quand je dis manger, c'est vraiment grignoter. Elle partait en lambeaux, quoi. C'était un chien d'attaque, donc incroyable. Quand j'ai appelé la tante en disant écoutez, il y a un problème là, elle m'a limite insulté au téléphone. Enfin, c'était plus la même personne. Et moi, j'étais dans l'incompréhension. Je dis mais écoutez, je vais en fait activer la garantie auprès de la grand-mère. C'est complètement. Enfin, vous vous rendez compte que là, j'ai toutes les cartes en main. Et donc, insulte, etc. Et puis finalement, ils sont partis au bout de 2 mois, donc à mi du mois d'août. C'est déjà pas mal si tu as réussi à les faire partir et qu'ils sont partis d'eux-mêmes, parce que la situation aurait pu perdurer et ça devient encore pire. Mais j'avais cette garantie de la grand-mère, et c'est ça en fait qui... Et je pense que ces gens n'étaient pas bien conscients de ce que c'était de mettre la grand-mère en tant que garant. En fait, j'ai pas compris. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de me faire insulter par la tante qui disait qu'en fait, son neveu, c'était une victime et que moi, j'étais un méchant propriétaire, alors que ça n'avait aucun sens. L'appartement était impeccable. Donc voilà, j'ai dû faire la rénovation complète. Bon, voilà, ça, c'est ma seule mauvaise expérience. À part ça, on a toujours des gens un peu moins délicats, etc. Mais j'ai jamais eu, à part ce cas-là, j'ai jamais eu d'appartement saccagé. Donc voilà, en proposant, comme tu disais, toujours des biens très bien aménagés et en sélectionnant bien les locataires, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est ma seule expérience. Et encore aujourd'hui, je reste un petit peu dans l'incompréhension. Et je pense que l'erreur que j'ai commise, c'est que c'est pas normal que ce soit une tante qui fasse les démarches pour son neveu. Ouais, c'est étrange, effectivement. Et j'aurais dû être plus vigilant là-dessus. Il était majeur, c'était à lui de... En fait, je lui ai pas parlé. Je pense que c'était là le problème. J'aurais dû lui parler. Il l'avait probablement organisé de cette façon-là, d'ailleurs, pour pas que tu sois en contact avec lui. Est-ce que c'est effectivement étrange? Ça arrive de temps en temps, ouais. Et alors, à l'époque, je gérais moi-même mes biens. Et bon, depuis, je le fais plus, donc j'ai plus le problème. Mais en tout cas, voilà, c'est ma seule mauvaise expérience. Et en revanche, ma bonne expérience, c'est j'ai un locataire fantôme. Alors, en fait, c'est un garage. J'ai pas acheté le garage tout seul, mais le garage était vendu avec un appartement. Alors d'ailleurs, parenthèse, mieux vaut jamais faire ça. C'est-à-dire que si un jour vous vendez un appartement avec garage, si vous mettez par exemple l'appartement en vente 100 000 euros, rajoutez garage 10 000 euros en plus. Et moi en fait le garage était quelque part cadeau dans la vente. Et comme le locataire de l'appartement n'avait pas besoin du garage, j'ai loué le garage 60 euros par mois à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai pas d'autre relation avec cette personne que ce bail de garage. Ça fait peut-être 10 ans que ce garage est loué. Et en fait, entre-temps, j'ai changé de banque, parce que j'ai renégocié les prêts. Donc, la banque dans laquelle il y avait ce crédit a changé. Je suis parti dans une autre banque. Et donc, j'allais fermer mes comptes bancaires dans cette banque-là. Et en fait, il y avait le loyer du garage qui tombait sur ce compte bancaire. Sauf que la banque n'est pas capable de... Enfin,
les coordonnées ne sont sur le bail, les coordonnées que j'ai ne sont plus les bonnes, le numéro de téléphone est non attribué, et la banque n'est pas capable de me donner les bonnes informations. Donc en gros, je reçois 60 € par mois depuis 10 ans sur ce compte bancaire. C'est le seul, je peux pas fermer le compte parce que c'est le seul endroit où je reçois l'argent. Il y a rien d'autre qui, donc ces 60 € s'amassent tous les mois, il y a rien d'autre qui part. J'ai aucun moyen de contacter cette personne. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, donc j'ai pas envie forcément d'y aller. Et de toute façon, même si j'y vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas attendre devant le garage. De toute façon, il paye. Voilà, donc c'est mon locataire fantôme. Alors là, c'est vraiment royal, quoi. C'est ma meilleure expérience de locataire. Il y en a beaucoup, des gens comme ça qui restent très longtemps. On oublie même qu'ils existent, on n'en entend jamais parler. Moi, j'ai des immeubles que j'ai rachetés il y a une dizaine d'années maintenant. Et dans certains appartements, il y a des locataires, on les a jamais vus. Ils ont juste eu le courrier pour les informer au début du changement de propriétaire. On est payé à chaque fois. En général, ce sont des gens qui payent très bien. Tout est payé en temps et en heure, et c'est assez marrant. C'est marrant, moi j'ai une expérience un peu similaire sur le bien qui venait avec un autre bien dans la vente. Ça m'est arrivé une fois et ça arrive régulièrement, enfin ça arrive de temps en temps, on va dire. J'ai racheté une société une fois, donc une SCI qui détenait un immeuble, et c'était cet immeuble qui m'intéressait. Et en fait, au moment de la vente, sans le savoir à l'avance, je découvre que cette société, elle détient aussi un bien dans les Alpes, une grange dans les Alpes. Donc il n'y avait absolument rien à voir avec cet immeuble-là, mais je pense que le propriétaire à l'époque s'était servi de cette société pour quelque raison que ce soit, et avait financé l'achat de cette grange de cette façon-là. Et donc j'ai eu le plaisir de découvrir qu'en achetant cet immeuble, je me suis retrouvé propriétaire d'une grange que j'ai jamais vue au final parce que je l'ai vendue. Je sais plus, je l'ai vendue 30 000, 40, 50 000 euros, je sais plus. Mais sur un immeuble qui devait coûter 400, 450 000 euros, voilà, c'était un cadeau bonus qui était assez intéressant. Donc ton anecdote m'a fait repenser à ça, et j'aurais peut-être dû dire effectivement que c'était une de mes bonnes expériences en immobilier, un cadeau qui tombe un petit peu comme ça, sans raison. Et tu vois, pour conclure sur ce sujet, ce qui est marrant, c'est de voir que, par exemple, quand on parle d'investissement locatif ou quand les médias en parlent, c'est toujours l'aspect négatif qui est mis en avant. Et en fait, on va jamais vous dire, mais il y a des gens, en fait, ils sont payés depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont même plus de nouvelles. En fait, ils sont même incapables de contacter le locataire en question, ou la grange cadeau comme tu cites, et ça montre à quel point, et je pense qu'on doit tous faire attention à ça, on est plus sensible à la peur, à la crainte qu'aux choses positives. Et donc n'oublions pas, moi c'est l'exemple que je prends toujours, c'est de dire à chaque fois que quelque chose de négatif arrive, il y a en fait quelque chose de positif qui va arriver derrière. Dans l'immobilier, c'est pareil. Et ne faisons pas trop le focus sur le négatif, les mauvaises expériences, parce qu'il y a aussi des bonnes expériences. Et on n'en parle jamais, personne n'en parle jamais. Donc je pense que c'était bien d'en parler aujourd'hui et de montrer ces exemples. Complètement, notre cerveau, il est attiré par le négatif. Et d'ailleurs, quand tu m'as posé la question, ça a été la même chose. J'ai trouvé 3 histoires négatives, et j'aurais pu en trouver plein d'autres. Mais les positives, on les oublie parce que ça nous paraît plutôt normal. On n'y prête pas forcément d'attention. Donc c'est bien effectivement de remettre son attention sur un petit peu plus de positif de temps en temps, que ce soit en immobilier, mais dans notre vie de tous les jours, comme tu disais. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.